Imaginez la scène. Il est à peine 5 heures du matin à Abidjan. La nuit enveloppe encore la ville et vous êtes plongé dans un sommeil profond. Soudain, vous vous réveillez en sursaut. Dehors, ce ne sont pas les bruits familiers du réveil de la capitale, mais une cacophonie terrifiante. Des sirènes hurlantes. Des cris de détresse. Des ordres secs crachés par des mégaphones. Vous sortez précipitamment, pieds nus dans la terre. Et là, le sol tremble sous vos pieds. Devant vous, des dizaines de policiers armés, boucliers levés. Et juste derrière eux, des monstres d'acier. Des bulldozers géants qui avancent inexorablement, sans s'arrêter, vers votre maison. Vous n'avez pas le temps de comprendre, pas le temps de négocier, à peine le temps de crier. En quelques heures seulement, tout ce que vous avez construit pendant 20, 30 ou 40 ans, les fondations de votre vie, les murs qui ont vu grandir vos enfants, vos souvenirs, votre commerce, tout s'effondre et disparaît dans un nuage de poussière et un fracas de béton armé. Ce cauchemar n'est pas une fiction. C'est le drame absolu, la tragédie humaine que vivent actuellement, dans l'ombre, des dizaines de milliers de familles ivoiriennes. Bienvenue à tous sur Geopolitica News. Depuis le début de l'année, la Perle des Lagunes est le théâtre d'une opération d'urbanisme d'une violence et d'une ampleur totalement inédite. Des noms de quartiers qui évoquaient autrefois la vie populaire et la solidarité africaine résonnent aujourd'hui comme des chants funèbres. Jesco, Boribana, Bancoin, L'Abattoir, Adjamé Village. Partout, le même scénario se répète. Sous l'impulsion du gouverneur du district autonome d'Abidjan, les autorités ont lancé une politique de la table rase. L'objectif affiché par le gouvernement est clair et se veut pragmatique, assainir la mégapole, détruire les quartiers précaires et libérer les zones à haut risque pour éviter les inondations meurtrières qui endeuillent le pays à chaque saison des pluies. Sauver des vies, voilà le mot d'ordre officiel. Mais sur le terrain, derrière les beaux discours de modernisation et de sécurité, la réalité est d'une froideur bureaucratique qui scandalise. Les pelleteuses avancent plus vite que l'aide humanitaire. Des milliers de familles modestes, des femmes, des vieillards, des enfants en pleine année scolaire, se retrouvent jetés sur le trottoir du jour au lendemain, sans solution de relogement décente, condamnés à la précarité absolue. Alors, urgence sécuritaire légitime ou dérive autoritaire d'un État qui sacrifie ses citoyens les plus pauvres sur l'autel de la modernité? Comment Abidjan est-elle devenue le symbole d'une fracture sociale explosive? C'est l'enquête exclusive que nous menons aujourd'hui. Installez-vous. On analyse tout, point par point. Pour mesurer l'onde de choc qui secoue la Côte d'Ivoire, il faut se projeter au cœur de l'action, là où la théorie des bureaux ministériels se confronte à la violence du terrain. À Jesco, commune de Yopougon, comme à Boribana, ce quartier précaire historique niché au bord de la lagune à Atekoubé, les opérations n'ont pas seulement détruit des structures en béton ou en tôle. Elles ont pulvérisé des vies communautaires entières, et les récits des survivants décrivent une mécanique d'une froideur implacable. Tout commence généralement aux premières lueurs de l'aube. Alors que les familles sont encore à l'intérieur, les forces de l'ordre bouclent totalement les accès au quartier. Les sirènes hurlent, créant un climat de panique immédiat. Et puis, le bruit sourd des chenilles des pelleteuses jaunes qui s'ébranlent. Sans sommation de dernière minute, les bras mécaniques s'élèvent et commencent à percer les toits et à effondrer les murs. C'est alors une course contre la montre désespérée et humiliante pour les habitants. Les mères de famille se ruent à l'intérieur des maisons qui craquent pour extraire ce qu'elles peuvent en quelques secondes. On voit des scènes déchirantes, des hommes transportant des matelas usés sur la tête au milieu des tirs de gaz lacrymogènes, des enfants serrant contre leurs cahiers d'école et leurs uniformes, des commerçants qui regardent, impuissants, leur stock de marchandises écrasé par les chenilles. Face à la force publique et à la rapidité d'exécution, toute tentative de dialogue ou de résistance est balayée. Le nœud du scandale dans cette première phase, c'est la question cruciale du préavis et du respect des procédures légales. Le gouvernement ivoirien et le district autonome affirment haut et fort que des mises en demeure écrites avaient été distribuées des semaines à l'avance. Mais sur place, la réalité documentée par les collectifs d'habitants et les journalistes locaux est radicalement différente. Beaucoup de familles jurent n'avoir reçu aucune notification claire, ou s'être fait réveiller par les machines alors qu'on leur avait promis un sursis. À Jesco, même un établissement scolaire privé abritant des centaines d'élèves en pleine préparation d'examen a été rasé, provoquant une indignation nationale jusqu'au sommet de l'appareil politique, le maire de la commune de Yopougon lui-même dénonçant de ne pas avoir été associé à la décision. En l'espace de quelques jours,
ce sont des pans entiers de la mémoire populaire et de l'identité d'Abidjan qui ont été rayés de la carte. La méthode de la table rase a été appliquée sans compromis, sans humanité, laissant des milliers d'âmes errer au milieu des gravats. Et comme nous allons le voir, si voir sa maison s'effondrer est un traumatisme absolu, ce qui attend ces populations le jour d'après est peut-être encore plus terrible. Mais la véritable tragédie ne s'arrête pas lorsque les moteurs des bulldozers s'éteignent et que les forces de l'ordre quittent les lieux. C'est précisément là, quand la poussière de béton retombe et que le silence revient sur les ruines, que le calvaire invisible commence. Une question immédiate, brute, viscérale et angoissante se pose pour ces milliers de déplacés: où va-t-on dormir ce soir? Le relogement est le gigantesque angle mort, le point aveugle de toute cette stratégie d'urbanisation à marche forcée. Dans la grande majorité des cas, aucune solution d'urgence ou de transition n'a été anticipée par le district d'Abidjan. Faute de moyens financiers pour rebondir instantanément, des centaines de familles se retrouvent contraintes de passer la nuit à la belle étoile, dressant des abris de fortune misérables avec des morceaux de bâche, de carton et de tôle froissée récupérés dans les décombres de leur propre vie. Pour les plus chanceux, c'est le début d'un exode forcé vers l'arrière-cour de proches ou de parents dont les logements sont déjà surchargés. Pour les autres, c'est l'entassement à prix d'or dans des chambres exiguës et insalubres à la périphérie lointaine d'Abidjan, là où la spéculation immobilière a immédiatement bondi suite à l'afflux massif de ces nouveaux sans-abri. Ce qu'il faut comprendre, et que les analyses économiques locales ainsi que les travailleurs sociaux confirment sur le terrain, c'est qu'à Abidjan, détruire un logement social ou précaire, c'est détruire instantanément un écosystème de survie. Dans ces quartiers populaires, l'habitat et le gagne-pain sont intrinsèquement, viscéralement liés. Les petits commerces de rue, les étals de fruits, les ateliers de coiffure, les petites installations de ferronnerie, les menuiseries et les maquis de quartier qui faisaient vivre tout le tissu économique informel ont été rasés en même temps que les clôtures et les salons. Pour des milliers de mères de famille, qui assuraient la subsistance quotidienne du foyer et les frais de scolarité grâce à un petit étal de nourriture ou de condiments disposé juste devant leur porte, c'est une perte totale, brutale et instantanée de revenus. C'est l'autonomie financière de pans entiers de la population que l'on a brisée en une matinée. Le bilan humain dressé par les syndicats d'enseignants, les collectifs citoyens et les ONG de protection de l'enfance est tout simplement catastrophique. Des milliers d'enfants et d'adolescents ont vu leur scolarité brutalement interrompue au beau milieu de l'année scolaire. Leurs écoles de quartier ont parfois été détruites, comme ce fut le cas hautement médiatisé et polémique d'un établissement à Gesco, ou alors leurs parents n'ont tout simplement plus les moyens de payer les frais de transport quotidien depuis leur nouveau lieu de refuge temporaire, situé à des kilomètres de là. En voulant assainir la ville et éradiquer l'insalubrité visuelle, les autorités ont involontairement activé une véritable machine à fabriquer de la précarité extrême et de l'exclusion. La destruction des murs n'était que la phase technique et spectaculaire de l'opération, le véritable drame humain, profond, psychologique et générationnel, s'écrit désormais chaque jour dans la détresse de ces populations oubliées qui ont le sentiment d'être devenues des étrangers indésirables dans leur propre commune. Face à ce déferlement de critiques et à la détresse visible des populations, une question s'impose pour garder une rigueur journalistique totale: que répond le gouvernement ivoirien? Quels sont les arguments avancés par le district autonome pour justifier des mesures aussi radicales? Pour le comprendre, il faut se pencher sur la réalité d'un phénomène qui terrorise la capitale économique chaque année, le péril climatique. Abidjan est une ville bâtie entre lagunes, collines et vallées de sédiments. À chaque saison des pluies, l'eau reprend ses droits de manière ultra-violente. Les quartiers comme Boribana, construits en contrebas des voies d'eau, ou Gesco, juchés sur des flancs de collines sablonneuses, se transforment en pièges mortels. Les glissements de terrain emportent des maisons entières dans leur sommeil, et les canaux d'évacuation bouchés provoquent des crues subites. Le bilan des années précédentes est lourd, comptant des dizaines de morts, souvent des enfants emportés par les eaux. Pour les autorités, laisser ces populations s'installer sur ces sites équivaut à de la non-assistance à personne en danger. Le mot d'ordre officiel est donc martial, mais pragmatique: on ne négocie pas avec la vie humaine, il faut déguerpir pour sauver des vies. Au-delà de l'urgence humanitaire liée aux pluies, le gouvernement invoque un projet beaucoup plus vaste: la modernisation globale d'Abidjan, la lutte contre ce qu'il appelle le « désordre urbain ». Avec une population qui frôle les 6 millions d'habitants, la ville étouffe sous le poids d'une urbanisation anarchique qui bloque la création d'infrastructures de transport, de réseaux d'égouts et de parcs publics salubres. Dans cette vision d'émergence économique, les bidonvilles et les installations informelles n'ont plus leur place. Pour apaiser la contestation, le Premier ministre et le gouverneur du district ont annoncé une série de mesures d'accompagnement, des enveloppes d'indemnisation forfaitaire,
l'aménagement d'un site de relogement d'urgence à Grand-Bassam et la promesse de bourses d'aide pour les familles les plus vulnérables. Mais le drame de cette version officielle, c'est qu'elle se heurte à un immense problème d'exécution. Sur le terrain, l'immense majorité des déguerpis affirment n'avoir jamais vu la couleur de ces indemnisations, ou dénoncent des montants dérisoires face au coût réel de la vie à Abidjan. C'est ce décalage total entre les promesses sur papier glacé des ministères et la brutalité concrète subie par les populations qui a transformé une opération de sécurité publique en une crise sociale explosive. C'est ici que le dossier bascule de la simple opération d'aménagement urbain au scandale politique international. Si l'argument sécuritaire du gouvernement est audible sur le papier, la méthode employée, elle, a déclenché une levée de boucliers sans précédent de la part des organisations de défense des droits humains, tant locales qu'internationales. Les accusations qui pèsent sur le district autonome d'Abidjan sont d'une extrême gravité. Le premier chef d'accusation est purement juridique, le non-respect flagrant des procédures d'expulsion. Amnesty International, dans un rapport au vitriol, a qualifié ces opérations des « expulsions forcées de masse », une pratique formellement interdite par les traités internationaux dont la Côte d'Ivoire est pourtant signataire. Selon les juristes de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, la loi exige un protocole strict, une consultation préalable des populations, une évaluation d'impact social, un préavis écrit raisonnable, et surtout, l'assurance qu'aucune personne ne se retrouvera sans abri après l'expulsion. Or, sur le terrain, ce protocole a été littéralement piétiné. La polémique est devenue d'autant plus explosive que les enquêtes indépendantes révèlent un système d'indemnisation opaque et profondément inégalitaire. Pour la majorité des habitants des quartiers comme Jesco ou Boribana, souvent locataires ou sans titre de propriété officielle, l'indemnisation a été de 0 francs CFA. 0. Les vagues promesses d'accompagnement financier ne se sont matérialisées que pour une infime minorité de propriétaires recensés, laissant la masse populaire livrée à elle-même. Les associations humanitaires posent une question fondamentale de justice sociale et de dignité humaine. Peut-on décentrer et moderniser une métropole en piétinant les droits les plus élémentaires de ses citoyens les plus pauvres? Comment un État peut-il se targuer d'une croissance économique à 2 chiffres tout en jetant ses propres enfants à la rue sous l'œil impuissant des caméras? Pour les critiques, ces déguerpissements massifs révèlent la face sombre de l'émergence ivoirienne, un développement à marche forcée, pensé pour la vitrine internationale et les investisseurs étrangers, mais cruellement déconnecté de la réalité humaine du peuple. Et comme nous allons le voir, à force de pousser les populations à bout, le point de rupture politique a fini par être atteint. Si les premières phases de l'opération s'étaient déroulées dans une relative résignation malgré la douleur, tout a basculé lorsque les bulldozers ont éteint leur moteur aux portes d'Adjamé village. C'est ici, dans ce cœur historique d'Abidjan, que la politique de la force brute s'est heurtée à un mur invisible mais ultraviole, l'identité et la terre sacrée. Ce jour-là, l'opération de déguerpissement a allumé une poudrière sociale que personne, au sommet de l'État, n'avait vu venir. Pour comprendre la violence de la déflagration, il faut saisir la spécificité d'Adjamé village. Ce n'est pas un quartier précaire comme les autres, né de l'exode rural récent. C'est un village traditionnel, le berceau de la communauté autochtone ébriée. Les terres y sont ancestrales, les chefferies y ont un pouvoir symbolique immense, et les habitants y possèdent une légitimité historique gravée dans l'histoire de la ville. Quand les pelleteuses du district sont arrivées pour raser des habitations et des espaces communautaires afin de libérer les emprises des grands travaux routiers, la population a vécu cela comme une profanation, une tentative de nettoyage culturel. Le face-à-face s'est immédiatement transformé en une véritable scène de guérilla urbaine. Refusant de céder leurs terres sans combat, des centaines de jeunes du village se sont mobilisés. Des barricades de feu ont bloqué les artères principales, paralysant une partie de l'économie d'Abidjan. Face aux charges des forces de l'ordre et aux tirs nourris de gaz lacrymogène, la réponse a été d'une agressivité inouïe, jets de cocktails Molotov, caillassage en règle et destruction d'engins de chantier. Le bilan officiel fera état de nombreux blessés, de traumatismes profonds et d'un quartier traumatisé, transformé pendant plusieurs heures en zone de guerre civile. Adjamé village est devenu le point de non-retour de cette crise. Ce jour-là, ce ne sont pas seulement des murs de briques qui ont volé en éclats, c'est le pacte social ivoirien qui s'est fissuré. Cette explosion de colère a envoyé un signal d'alarme rouge vif jusqu'au palais présidentiel, à force de pousser les populations les plus vulnérables et les communautés historiques à bout, à force de refuser le dialogue pour imposer des décrets verticaux, l'autorité de l'État a fini par provoquer l'insurrection. Ce quartier est désormais le symbole vivant de cette fracture béante entre une élite qui rêve d'une capitale futuriste et un peuple qui se bat simplement pour ne pas être effacé de sa propre terre.
Les déguerpissements massifs d'Abidjan resteront sans aucun doute comme l'un des événements sociaux les plus marquants et les plus douloureux de cette décennie en Côte d'Ivoire. Personne ne peut nier la réalité du changement climatique, ni la nécessité absolue pour les autorités d'aménager la ville ou de protéger les populations contre les inondations mortelles. Mais l'histoire, elle, ne jugera pas les intentions, elle jugera les méthodes. En choisissant la politique de la force brute et de la table rase au détriment de l'humain, le district autonome d'Abidjan n'a pas seulement détruit des habitations de fortune. Il a brisé des familles, interrompu des scolarités, asphyxié des économies de survie et creusé un fossé de méfiance abyssale entre le peuple et ses dirigeants. On ne peut pas bâtir une métropole moderne et rayonnante en transformant ses citoyens les plus pauvres en réfugiés dans leur propre pays. Le développement économique n'a de valeur que s'il est partagé. Si l'émergence d'une nation se fait au prix du sacrifice de sa dignité et de sa justice sociale, alors ses fondations restent terriblement fragiles. Ce décryptage touche à sa fin, et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Nous voulons absolument connaître votre point de vue dans les commentaires. Pensez-vous que ces déguerpissements forcés étaient un mal nécessaire pour moderniser Abidjan et sauver des vies, ou estimez-vous que les autorités ont agi avec une cruauté inacceptable qui aurait pu être évitée par le dialogue? Le débat est ouvert, et nous lisons toutes vos réponses. Pour soutenir notre travail d'investigation et nous aider à mettre en lumière ces réalités oubliées, laissez dès maintenant un énorme pouce bleu et partagez activement cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne Geopolitica News et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains dossiers exclusifs. Prenez soin de vous, restez critiques, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.